Contre le terrorisme dans l'espace sahélien, les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel et leurs homologues français échangent sur la question à Pau en France. Le chef de l'État Idriss Déby Itno prend part aux travaux. $30 millions accordés au Tchad par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, une enveloppe pour électrifier 6 provinces du pays. Les nouvelles qui nous viennent d'Abu Dhabi, où se déroule l'Assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. En sport, les Sao version basket ont quitté N'Djamena pour Malabo en Guinée équatoriale. C'est pour la phase éliminatoire de l'Afrobasket 2021. Les basketteurs tchadiens n'ont pas eu suffisamment de temps pour les préparatifs. Bonsoir. Le président de la République, Idriss Déby Itno, se trouve à Pau, dans le sud-ouest de la France, où il prend part aux travaux du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France, consacré à la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien. Nassour Nouditi. Pau, préfecture des Pyrénées-Atlantiques, ville située dans le sud-ouest de la France, à la frontière espagnole, accueille ce lundi 13 janvier 2020 un sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France. Le chef de l'État Idriss Déby Itno répond ainsi à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. C'est avec une grande fierté et un plaisir sans cesse renouvelé que les autorités françaises ont accueilli leur hôte de marque, le président de la République Idriss Déby Itno, un grand allié de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'ambassadeur du Tchad en France, Dr Amin Abba Siddiq, et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en terre française étaient également de l'accueil. Le chef de l'État Idriss Déby Itno est accompagné dans son déplacement en terre française par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Chérif Mohamed Zen, du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et des victimes de guerre, Mohamed Abbali Salah, et quelques-uns de ses proches collaborateurs. Le Tchad disposera bientôt d'un centre national de lutte contre la drépanocytose. La première dame, Hinda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, a posé aujourd'hui la première pierre de construction de ce centre à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. C'était en présence de nombreuses personnalités, des parents et des victimes de la drépanocytose. Assira Nambatingar. La croisade contre la drépanocytose va crescendo. Après avoir doté le Tchad d'une unité de prise en charge de la drépanocytose, la première dame, Hinda Déby Itno, et la Fondation Grand Cœur ravivent la flamme de la lutte contre la drépanocytose par la construction d'une infrastructure plus robuste, le Centre national de lutte contre la drépanocytose. Il sera doté des moyens sophistiqués pour la recherche et le diagnostic de la drépanocytose. Remerciant la première dame, Hinda Déby Itno, et la Fondation Grand Cœur pour ce geste, le directeur général de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, Dr Hamid Jabar, dont la structure héberge le centre, parle d'un précieux cadeau et d'un geste de grande générosité de portée sous-régionale. La prise en charge de la drépanocytose est difficile et très coûteuse. L'association des parents des enfants drépanocytaires a joint sa voix au directeur général de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine pour dire tout le bien que la Fondation Grand Cœur et la première dame Hinda Déby Itno font pour les couches démunies. Être aux côtés des couches démunies, c'est la raison d'être de la Fondation Grand Cœur, dont la 4e année d'existence sera marquée par une lutte acharnée contre la drépanocytose. Abiba Saoulba, secrétaire général de la Fondation Grand Cœur. Un nouveau jour plein d'espoir vient de se lever pour les malades et les parents grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Madame Hinda Déby Itno, première dame du Tchad,
président de la Fondation Grand Cœur, est plus que jamais une réponse satisfaisante pour des solutions idoines apportées aux douleurs, aux handicaps et à la courte espérance de vie de ces malades qui souffrent dans le silence. Sensible aux souffrances de la population, la première dame du Tchad, présidente de la Fondation Grand Cœur, a fait de la lutte contre la drépanocytose un engagement. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Kayal, qui a salué l'engagement de la première dame Hinda Déby Itno et sa fondation dans la réduction de la pauvreté et des maladies, a promis les appuis stratégiques et spécifiques que doit son département ministériel pour le bon fonctionnement de ce centre. Comme nous l'avons fait le samedi dernier à l'ouverture de l'unité de prise en charge des patients drépanocytaires au CHU de la mère et de l'enfant, nous voudrions encore une fois de plus adresser nos félicitations à Madame la Première Dame Hinda Déby Itno pour tous les efforts consentis ainsi que l'idée qu'elle avait laissé déjà passer que dans chacune de nos provinces qu'il y ait au moins un petit centre qui doit s'occuper de nos enfants dans les provinces. Une fois de plus, bravo à notre Première Dame. Mon admiration et ma profonde reconnaissance vont également à la Fondation et à tous les membres de la Fondation Grand Cœur qui œuvrent nuit et jour dans la lutte contre toutes les maladies et donner sourire à notre population, aux mamans, aux enfants et des enfants qui voient au moins pour la première fois. Le Centre national de lutte contre la drépanocytose, qui a vu le soutien de la compagnie chinoise CNPC, est porteur de grands espoirs pour le Tchad et la sous-région. Aussi, l'architecte en charge des travaux, Ali Mamad Nour Abdoulaye, s'engage-t-il à faire exécuter le chantier dans le strict respect des clauses du contrat. Hinda Déby Itno, c'est la compassion, l'altruisme et le sourire en partage. De nombreux enfants drépanocytaires réunis autour d'elle à cette occasion trouvent déjà du sourire. La première dame Hinda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, qui s'est prêtée aux questions de la presse à l'issue de la cérémonie, s'est dit déterminée, elle et sa fondation, à lutter contre cette maladie. Je suis ce matin très comblée parce que le 11 était comblé, mais là aujourd'hui je pense que c'est une satisfaction totale. Dans 6 mois, on aura un centre national de lutte contre la DREPA. Et comme vous l'avez suivi avec nous durant la conférence et tous les discours, la DREPA elle est au Tchad. Et je pense que on n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Ce sont juste les associations des parents d'enfants qui luttent contre cette maladie. Et pour une fois, la Fondation a pris cette maladie. Elle l'a inscrit dans son programme de la 4e année. Et on va construire ce centre avec nos partenaires. Parce que nous, on a lancé le projet et on attend à ce que les partenaires répondent. Et jusqu'à présent, c'est la CNPC qui a répondu. Donc on attend à ce que les autres se manifestent pour qu'on ait vraiment un grand centre et si possible l'équiper. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui juste construire et le laisser comme ça. Donc à travers votre micro, je lance un appel aux autres partenaires de se joindre à nous, d'emboîter le pas de la CNPC et de venir ensemble pour qu'on ait vraiment un très grand centre, bien équipé, qui pourra vraiment traiter la drépanocytose. À quoi va ressembler le Centre national de lutte contre la drépanocytose dont la première dame a posé la première pierre de construction aujourd'hui? Voici la réponse avec l'architecte en charge des travaux, Ali Mamad Nour Abdoulaye. Le Centre national de lutte contre la drépanocytose sera un édifice à 2 niveaux, construit sur une surface totale de 1900 m². Le niveau inférieur est dédié pour la consultation et les analyses. Il a dans son ensemble un grand hall d'une capacité de 50 places, un espace d'accueil renfermant un secrétariat, la caisse et des services d'archives. 4 grandes salles de consultation polyvalentes, une pharmacie, une salle de prélèvement, une banque de sang, une salle de biologie, une salle de bactériologie,
une salle de garde, une salle de photographie, une grande salle de formation et de conseil, une salle de jeu et une bibliothèque. Le niveau supérieur, réservé uniquement à l'hospitalisation des patients, comporte 10 salles de catégorie A pour un total de 20 lits, soit 2 lits par chambre. Une salle de réunion, 4 salles de capacité totale de 32 lits, soit 8 lits par chambre. Une salle de réunion, 3 bureaux de médecins, un stockage pharmaceutique, 2 salles de surveillance. Nous nous engageons et nous nous conformons au respect du délai dans un souci d'efficacité, d'exemplarité et de qualité. Toute autre chose à présent, le Tchad et la Chine renforcent leurs relations. Un protocole d'accord a été signé ce matin entre les deux pays. L'accord prévoit la mise en œuvre de la convention de dons dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable pour les populations tchadiennes et leur bétail. Et c'est l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jingjin, et le ministre tchadien en charge de l'eau qui ont paraphé le document. Ngeyam Bengueri. Les relations de coopération entre la République du Tchad et la République populaire de Chine se renforcent davantage. Pour matérialiser cette coopération, un protocole d'accord pour la mise en œuvre de la Convention de dons de la Chine à la République du Tchad dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable pour les populations tchadiennes et leur bétail vient d'être validé. Par cette signature de convention, la République populaire de Chine entend offrir des pompes à motricité humaine à la population tchadienne afin qu'elle puisse s'alimenter en eau potable et contribuer ainsi au développement socio-économique du pays. L'eau est une source indispensable à la vie, qu'au développement d'un pays. En réalité, étant un pays étendu avec une très grande population, la Chine est également frappée par le problème du manque d'eau. Donc, elle comprend très bien l'importance de ce problème. À cet effet, inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 8 initiatives majeures annoncées par le président chinois Xi Jinping au sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine en 2018. Un exemple de coopération apprécié par le ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche. Les preuves de cette coopération agissante sont tangibles et les réalisations de la Chine au Tchad sont aujourd'hui visibles et très remarquables sur toute l'étendue du territoire national. Votre grande nation vient une fois de plus apporter son secours à la population rurale tchadienne en accordant généreusement un don pour la réalisation d'un important programme d'hydraulique rurale dans 3 régions du Tchad. Il s'agit du Mandoul, du Salamat et du BET. Les travaux prévus portent sur un total de 510 pompes à motricité humaine, de 57 adductions d'eau potable avec des châteaux d'eau, de 48 puits pastoraux et de 129 ouvrages d'assainissement, pour un montant total de plus de 43 milliards de nos francs. Les travaux, une fois achevés, amélioreront très sensiblement le taux d'accès de la population à l'eau potable et à l'assainissement. C'est pourquoi le gouvernement tchadien, par la voix du ministre de l'Environnement, exprime toute sa reconnaissance envers la Chine et à son ambassade au Tchad, qui œuvre sans relâche pour l'aboutissement des projets inscrits dans ces axes prioritaires. De l'eau à l'électricité, les travaux de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables d'Abu Dhabi se poursuivent. Après une brillante présentation des potentialités du Tchad en ce qui concerne les énergies renouvelables, l'agence a accordé au Tchad une enveloppe de 30 millions de dollars pour électrifier 6 provinces du pays. Ahmad Abbas. Les énergies renouvelables sont des facteurs déterminants pour le développement et la survie des populations. La 10e Assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables URENA d'Abu Dhabi est porteuse d'espoir pour plusieurs pays africains dont le Tchad, représenté ici par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamed Hamid Koua.
Les assises d'Abu Dhabi visent essentiellement à accélérer l'adoption de la feuille de route liée aux énergies renouvelables en vue de mettre en marche les processus de la transformation du monde. Cette rencontre d'envergure dirigée par le vice-premier ministre ougandais prévoit également dans son agenda des questions liées à l'accélération de la vulgarisation et de l'exploitation des sources d'énergie durables. C'est une vision qui cadre parfaitement avec les actions du gouvernement tchadien dans son plan d'action, le Tchad que nous voulons. Aussi est-elle valablement défendue par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, soutenue pour la circonstance par l'ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis, Zakaria Idriss Déby. Après plus de 3 heures de discussion entre les différentes délégations, le dossier tchadien a été jugé convaincant. L'Assemblée générale a accordé au Tchad une enveloppe de 30 millions de dollars pour électrifier 6 provinces du pays. Cela est intervenu après la brillante présentation du ministre du Pétrole. Le gouvernement de la République du Tchad a considérablement amélioré le cadre juridique, réglementaire et institutionnel, libéralisant ainsi complètement ce secteur afin d'attirer un grand nombre de partenaires techniques et financiers en vue de son développement. En effet, les nouvelles dispositions fiscales qui ont été prises en matière d'énergie renouvelable au Tchad n'existent presque nulle part ailleurs, car le gouvernement a décidé d'exonérer des droits de douane tout ce qui est énergie renouvelable. En plus de ça, les entreprises qui s'installeront et ceux qui auront des projets vont être exonérés de toute une batterie d'impôts pendant 5 ans et renouvelables 2 fois. Par ailleurs, une exonération est accordée pour 5 ans et renouvelable 2 fois. L'ensemble des taxes, notamment la patente, les impôts minimums fiscaux, les taxes forfaitaires, les taxes d'apprentissage, ainsi que l'abattement de 50% des droits d'enregistrement et de la base taxable à l'impôt sur les sociétés sur les entreprises qui exercent dans le domaine des énergies renouvelables. Ces mesures sont contenues dans la loi des finances portant budget général de l'État de l'année 2020 adoptée à l'Assemblée nationale du Tchad. Et ensoleillé de par sa situation géographique au centre de l'Afrique, le Tchad est sur le chemin de révolutionner son énergie renouvelable, précise le chef du département du pétrole et de l'énergie, Mohamed Hamid Koua. La paix, le vivre ensemble au menu d'une tournée de sensibilisation menée par le gouverneur de la province du Sila, Kedala Younous Hamidi. L'étape Koukou dans ce reportage signé Ben Arabi. Le périple entamé par Koukou Angarana a pour objectif principal de s'enquérir de la situation de la population, la sécurisation de la frontière et l'évaluation de l'état d'urgence instauré après les conflits intercommunautaires de juillet et août 2019. À Koukou Angarana, un meeting a été tenu. Kedela Younous Hamidi s'était félicité du remarquable travail abattu par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de récupération des armes détenues par des civils. Je suis persuadé que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi une si forte délégation conduite par le premier magistrat de la province et comprenant le général coordinateur de l'état d'urgence se trouve aujourd'hui parmi vous ici à Koukou. Comme vous le savez, comme vous avez vécu dans votre chair et dans votre âme, en juillet et août dernier, de conflits sanglants, meurtriers, ignobles, ont opposé des communautés sœurs liées par l'histoire, la géographie et le sang. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, n'acceptant pas, ne tolérant pas, ne supportant pas que des individus mal intentionnés, ni foi, sans loi, ni foi, font couler inutilement le sang des Tchadiens sur le sol tchadien, a décidé pour arrêter l'hémorragie, pour que la population vive dans la paix, dans la sécurité,
comme par le passé, dans l'harmonie et la concorde, le président de la République a décidé d'instaurer l'état d'urgence. Le gouverneur a eu également des séances de travail avec les responsables en charge de la sécurité, les chefs de services étatiques, les leaders traditionnels et les jeunes. Au cours de ces rencontres, un accent particulier a été mis sur le désarmement, la sécurisation des frontières, la cohabitation pacifique et la réconciliation entre les fils de la province. Dans la province de Hadjar-Lamis, le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience REPER est officiellement lancé ce matin par le gouverneur Hawa Othman Diamé. Ce projet financé par l'État tchadien et le Fonds international de développement agricole vise à lutter contre l'insécurité alimentaire. Ousmane Idriss Dako. Au cours de cet atelier d'échange d'informations sur le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience, les participants auront à se familiariser avec les objectifs de la mise en œuvre du REPER. Les différentes couches sociales de la province de Hadjar-Lamis sont conviées à apporter leur contribution et suggestions pour la réussite de ce projet. Le maire de la ville de Bokoro, Aoudiel Youssouf, salue les choix portés sur sa ville pour abriter cet important événement. Le représentant du coordonnateur du projet REPER, Aliga Menekafine, estime que ces assises jetteront les bases d'une franche collaboration entre les différentes parties prenantes de la mise en œuvre du projet REPER. Le gouverneur de la province de Hadjar-Lamis, Hawa Othman Diamé, rappelle quant à elle l'engagement du gouvernement en matière de développement du monde rural. Le gouvernement du Tchad, à travers les autorités de la province de Hadjar-Lamis, s'est engagé à accompagner le projet renforcement de la productivité des exploitants agro-pastoraux et résilience, j'ai cité REPER, dans sa mise en œuvre. Je voudrais rappeler ici que l'atelier de partage d'informations du REPER qui nous réunit ce jour est une étape clé du processus d'instruction du dit projet, car il marque son démarrage officiel dans notre province. D'une durée de 6 ans, le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience REPER est mis en œuvre dans 5 provinces, à savoir le Guera, le Salamat, le Hadjar-Lamis, le Bata et le Charibagrimi. En politique, dans la province du Bahr el Ghazal, les membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, originaire de la province, ont eu une rencontre avec les militants du MPS de la ville de Moussoro. Vous allez le suivre à l'instant. Il a été aussi question de football avec une rencontre des jeunes de l'équipe de football Ali Koloto Chaimi. Les détails avec Adef Ahmad Benrama. Au terrain des sports de Moussoro, ce sont les vétérans de football du chef-lieu de Bahr el Ghazal, dont les députés Ali Koloto Chaimi ont renoué avec le ballon rond au grand souvenir des anciens et à l'admiration de la nouvelle génération. C'est à la faveur de la coupe organisée en honneur des nouveaux membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Après 20 minutes de jeu, les deux sélections de jeunes sportifs s'affrontent à cette coupe dénommée Kopangali, du nom d'une gloire de football de Moussoro décédée. Ainsi, l'équipe championne qui a battu son adversaire sur un score de 4-3 a reçu des mains des membres du BPN une enveloppe d'une valeur de 500 000 francs CFA. L'équipe vaincue a eu un prix de consolation. Des équipements des sports ont été remis aux jeunes sportifs dans le but de promouvoir le football dans la province de Bahr el Ghazal. Pour le député Ali Koloto Chaimi, membre du BPN et président du groupe parlementaire MPS, cette rencontre concerne tous les jeunes sans aucune discrimination politique. Il demande à la jeunesse de cultiver l'unité, l'esprit de pardon et de vivre ensemble. Une rencontre a eu lieu avec les jeunes de l'école de football Ali Koloto Chaimi de Moussoro. Des mots d'encouragement ont été adressés à ces jeunes. Ali Koloto Chaimi devait rassurer les jeunes sportifs de tout son soutien
tant en équipement qu'en infrastructure. Aussi les a-t-il exhortés à l'unité, à bannir le clivage comme l'a affirmé le président de la République Idriss Déby Itno à la clôture du festival. Dari soutient ses leaders politiques. Le lendemain, une rencontre a regroupé la délégation et les militants venus des 4 départements de la province de Bahr el Ghazal. Au nom de toute la délégation, Ali Kolotou Tchaimi a donné une mention spéciale à ses camarades pour ses degrés de militantisme, de mobilisation, à cette parfaite cohésion dont la finalité est l'intérêt supérieur du parti et partant de tout le pays. Le député, président du groupe parlementaire MPS et membre du BPN, a insisté particulièrement sur la cohabitation pacifique, l'unité et la cohésion nationale, la scolarisation, singulièrement celle des filles, souci constant de la première dame Hinda Déby Itno, afin d'exhorter chacun à contribuer à la sécurité et au développement du Tchad. Un message bien perçu par les militants de la base. Ils se sont relayés pour afficher leur unanimité de soutenir leurs dirigeants politiques et leurs grands camarades, le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, pour un Tchad uni et prospère. Toujours en politique, le secrétaire exécutif du RGMPS de la province du Logone occidental a fait ce matin un point de presse. Die Kwasem Bondo Elan salue l'implication du président de la République, implication ayant abouti à l'accord entre la plateforme syndicale et le gouvernement. Un extrait de ses propos. Jeunesse tchadienne, manifestons notre immense joie et exprimons notre profonde gratitude au chef de l'État Idriss Déby Itno, que nous savons tous qu'il fait ce qu'il dit. Aussi, par la même occasion, je salue hautement l'implication personnelle de son Excellence, président fondateur du MPS, dans la gestion de la crise sociale qui a permis à la plateforme syndicale et le gouvernement d'aboutir à un dénouement heureux. Nous exhortons toujours les partenaires sociaux à privilégier le dialogue qui demeure la seule arme efficace de revendication. Nous prions Dieu le Tout-Puissant de sortir notre cher et beau pays, le Tchad, de cette crise financière. Que le Seigneur donne toujours la santé de fer, la sagesse au président de la République, Idriss Déby Itno, pour diriger ce beau pays dans la paix, la quiétude, la stabilité, dans l'unité. Direction à Béché, dans la province du Ouadaï. Sur place, l'université Adam Barka rend hommage à ces enseignants qui ne sont plus de ce monde, ces enseignants qui ont donné leur savoir pour ce pays. La cérémonie est couplée à la conférence débat sur le droit humanitaire à l'ère de la mondialisation. Habib Ahmad Adam. Cette cérémonie d'hommage a été couplée d'une conférence débat qui a porté sur le thème « Le droit international humanitaire à la une de la mondialisation ». Les représentants des différentes facultés se sont succédés pour témoigner leur tristesse, mais aussi et surtout les services loyaux rendus par ces hommes. Ils ont également ajouté que ces enseignants disparus de leur vivant se sont investis pour aider l'université à nouer des relations de coopération avec d'autres universités, ce qui a porté ses fruits. Ces enseignants sont au nombre de 7, dont 6 docteurs. À la deuxième phase de la cérémonie, 5 panélistes ont animé la conférence de débat sur le droit international humanitaire à la une de la mondialisation. Ce thème est subdivisé en plusieurs sous-thèmes qui sont entre autres l'historique du phénomène de la mondialisation, les droits humains à l'ère de la mondialisation et le respect du droit international humanitaire dans le conflit armé au Tchad, mythe ou réalité. Au cours de cette conférence,
Les panélistes ont parlé de l'avantage de la mondialisation. Ils ont cité en exemple la technologie de l'information et de la communication. Ils ont également conclu par un énigme qui dit « La mondialisation est un rouleau compresseur qui demande à l'Afrique de se mettre au rythme de la danse pour ne pas être écrasée ». Notons que les participants ont posé des questions de savoir où des réponses ont été données par les conférenciers. Si vous avez l'habitude de circuler sur la grande voie qui mène vers le rond-point de Dembe ou de Diguel, vous aurez certainement remarqué une chose, le stationnement anarchique des véhicules obstruant la voie. Et ce n'est pas tout. Si vous changez de direction pour vous rendre du côté du marché central, la situation n'est guère différente. Des vendeuses et des vendeurs qui étalent leurs marchandises jusqu'à la chaussée. Une situation qui crée non seulement des embouteillages, mais qui provoque aussi des accidents. Notre reporter Abdul Keyoul a fait le tour. Voici son reportage. Une voiture est stationnée en plein milieu de la voie. Image parlante qui témoigne de l'incivisme de certains compatriotes. Au marché de Dembe, les agences de transport dictent leurs lois en occupant anarchiquement les chaussées avec leurs bus. Ça empêche la circulation et puis le bon fonctionnement de certaines activités aussi. Mais ce qui est le problème, c'est au niveau de la commune. On constate que les autorités ne tiennent pas compte. Et ce qu'ils veulent, c'est juste avoir le gombo et puis c'est tout. Normalement, ça doit attirer l'attention du gouvernement. C'est le travail même de la police municipale. Au lieu de s'occuper de ça, régir la circulation, la voie publique, ils sont perdus de vue. Certains conducteurs même qui n'arrivent pas à se contrôler, du genre ceux qui prennent de l'alcool et puis des trucs comme ça. Même son de cloche au marché de Diguel. Ici, le constat est alarmant. Les artères sont occupées par les commerçants. Le cas le plus regrettable est celui des minibus. Ces véhicules, souvent en piteux état, sont toujours garés à l'affût de la clientèle. Et le comble, sous le regard impuissant des policiers. Une situation décriée par quelques Ndjamenois. Je trouve pas normal parce que il n'y a même pas la place où les gens vont passer. Et il y a aussi Express Kingila qui est là. Donc c'est pas bien. C'est dangereux pour la population. Déjà, si vous faites des tours en N'Djamena, il y a des espaces vides là qui sont là. Il y a vraiment des espaces vides qui sont là. Par exemple, les mares là. Il faut passer là, c'est comment il faut aménager. Et puis déguerpir ou alors déplacer ces gens-là, les amener là-bas. Je pense que ça allégera la tâche. Je pense qu'on parlera également moins des accidents. Voilà qui est dit. Les autorités en charge de réglementer la circulation sont invitées à mettre fin à cette anarchie qui met à mal la circulation dans la ville. À cette allure, il est difficile d'arriver à l'heure à sa destination. Ne dit-on pas que le temps, c'est de l'argent ? Lutte contre le VIH, les jeunes filles s'y embarquent. Elles sont au nombre de 100, baptisées Super Banat. Leur mission consiste à sensibiliser les populations sur la prévention de cette maladie. La sensibilisation va aussi porter sur la santé sexuelle et reproductive en milieu communautaire. Luc Azina Dandjaï. Ce programme intitulé Super Banat est conçu pour renforcer la prévention chez les filles et adolescentes en milieu urbain. Il tient compte des tabous entourant les questions de santé sexuelle et reproductive et du manque d'accès des filles et adolescentes aux informations. À l'issue de cette activité, nous pensons toucher 5000 jeunes filles dans le cadre de la sensibilisation pour apporter un changement de comportement. Et pendant cette caravane de sensibilisation, nous allons faire le dépistage. Donc c'est une caravane couplée au dépistage. Avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, le programme mettra en œuvre la politique d'accès aux services de santé de prévention, de dépistage volontaire et de prise en charge du VIH-Sida chez les adolescentes de 10 à 24 ans. Le programme CLAC permet également de faire des activités avec 27 structures à travers le Tchad. Et la session de ce matin concerne uniquement la ville de N'Djamena. C'est un programme pilote que nous avons lancé avec la section communication et VIH de l'UNICEF pour nous permettre de renforcer la capacité des jeunes filles parce qu'à travers nos activités, nous nous sommes rendus compte que les filles sont moins touchées
et ne participent pas activement à nos activités. Ces filles et adolescentes auront pour mission, à la fin de cet atelier, de mener des dialogues communautaires dans leur communauté afin d'induire des changements de comportement à travers la prévention du VIH, la promotion de la santé sexuelle, la lutte contre le mariage des enfants et les violences basées sur le genre dans les 4 communes de la ville de N'Djamena. Dans le dossier de la rédaction consacrée au football tchadien, aujourd'hui, nous nous intéressons aux actions de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES. Qu'est-ce qu'il fait en faveur de l'équipe nationale? Élément de réponse dans ce reportage signé Yann Mouhibi. Chargé d'exécuter la politique du gouvernement en matière de développement et de promotion des sports, l'ONAGES a pour principale mission d'appuyer financièrement et matériellement les fédérations sportives tchadiennes. Dans les faits, il accorde une attention toute particulière à l'équipe nationale de football. Nous avons appuyé toutes les fédérations. Il y a 19 fédérations, nous avons appuyé 16 fédérations nationales qui sont sorties en compétition nationale et internationale, dont le football. Le football a pris la grosse part de notre financement cette année. Donc, si vous voyez aujourd'hui, le football est arrivé à ce niveau, se qualifier pour la poule, ça veut dire que c'est avec l'effort de l'ONAGES. Tous les matchs que les SAO font, c'est l'ONAGES. Les déplacements, les hôtels, les arbitres, les véhicules loués aux arbitres, l'entraîneur que vous voyez, tout ce mouvement c'est l'ONAGES. Pourquoi le football qui bénéficie de tant de moyens a du mal à décoller? L'ONAGES a-t-il failli dans sa mission? Cadre Salekana, qui rejette toute responsabilité, fait une autre lecture. En fait, l'ONAGES n'a pas de part de responsabilité. La première des choses, vous savez, les matchs, ça se prépare. Et il y a 3 ans que nous ne participons pas aux compétitions. Nous sommes suspendus et nous avons repris que 2 mois et la FIFA a changé de calendrier. Au lieu d'attendre, le temps est court, il y a beaucoup de compétitions. La FIFA nous a demandé de jouer directement les éliminatoires. Donc, c'est brusque. Donc, l'ONAGES a mis les moyens à la disposition des fédérations pour leur dire, bon, faites appel aux joueurs tchadiens à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur pour qu'on puisse quand même participer. Participer, c'est très important. Si le Tchad ne participe pas, ça veut dire qu'on attend encore 4 ans. En tant qu'organe qui ne s'occupe que du volet financier et matériel, l'ONAGES n'est pas directement impliqué dans l'élaboration et la conception des politiques de développement du football. Dans la suite de ce dossier, c'est la Fédération tchadienne de football association qui sera sollicitée. Après le football, parlons du basketball. Les SAO, version basket, engagés dans les éliminatoires de l'Afro-Basket 2021 prévu au Rwanda, démarre la compétition ce mardi dans le cadre du tour préliminaire prévu qui se déroulera donc à Malabo, en Guinée équatoriale. Les basketteurs tchadiens qui n'ont pas eu suffisamment de temps pour les préparatifs ont quitté ce matin N'Djamena pour Malabo, la capitale équato-guinéenne. Katnouba Théophile a suivi le départ de l'équipe composée majoritairement des joueurs locaux. Classé 6e sur les 12 pays engagés à la toute première édition de l'Afro-CAN de basketball, les SAO quittent ce lundi pour Malabo. Dans la capitale équato-guinéenne, les basketteurs tchadiens croiseront le fer avec les joueurs de la balle orange du Gabon et du pays hôte, la Guinée équatoriale, dans le cadre du tour préliminaire de l'Afro-Basket 2021 prévu au Rwanda. Pour cette phase, l'équipe dirigeante de la fédération et l'encadrement technique qui ont eu quelques difficultés pour le regroupement des joueurs mise sur les locaux qui ont déjà fait leurs preuves l'année dernière. Avec le peu de temps, on a pu ajuster le plan technique, le jeu sur le plan technique et tactique. Mais ce qui nous inquiète un peu, c'est la condition physique. C'est la condition physique parce que vous savez que c'est une compétition qui va se dérouler presque tous les jours. Nous comptons beaucoup plus sur l'esprit de l'équipe. Surtout que c'est des guerriers, c'est des jeunes qui ont envie de jouer quand ils sont sur le terrain. Et c'est sur ce point-là que nous pouvons beaucoup compter. Pour les joueurs, les conditions de préparation ont été difficiles. Cependant, ils entendent mouiller le maillot à fond. On n'a pas eu assez de temps pour la préparation. Mais comme on est tout le temps ensemble, on se connaît les uns les autres, on espère faire quelque chose. On a le moral, on est déjà prêt même, mentalement.
prêts. L'équipe tchadienne, qui a fait une montée fulgurante ces dernières années dans le classement FIBA Afrique, sera renforcée par 2 internationaux évoluant en Espagne qui les attendent en terre guinéenne. Cependant, elle sera diminuée par l'absence de Michael Koibe, élu meilleur rebondeur de l'Afrocan 2019 qui évolue en Algérie. Avant le départ, le président de la Fédération tchadienne de basketball a situé la presse sur les conditions de préparation. Un extrait de ses propos. On a entamé des entraînements en décembre. On a eu beaucoup de difficultés à mener notre préparation, mais on l'a quand même fait. La Guinée équatoriale nous attend depuis dimanche, mais contre vents et marées, on a écrit quand même à la FIBA. On n'a pas encore la réponse, mais on va les mettre sur le fait accompli. On va arriver sans respecter un peu les délais et tout le reste, parce qu'on a une carte à jouer et on a une réputation qu'on a déjà bâtie en 2-3 ans. Donc, c'était important pour nous d'honorer notre engagement et c'est pour cela que nous allons super motivés encore parce qu'on a eu un hommage du président de la République qui a reconnu tous nos efforts. Donc ça a été une de nos motivations premières. Sinon, en réalité, on était un peu découragés quand même, il faut l'avouer. En dehors du sentiment patriotique qui nous anime comme d'habitude, parce que nous, on ne réfléchit pas. Quand il faut soulever le drapeau du Tchad, le hisser au plus haut, on est toujours partant. Mais cette fois, c'était très difficile quand même de se regrouper et d'avoir le minimum pour pouvoir faire ce voyage. Donc, contre vents et marées, on va faire ce déplacement et on va aller chercher la qualification. C'est une qualification pour le 2e tour. Si on arrive à obtenir la qualification préliminaire, on se retrouve avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Guinée-Conakry, qui sont qualifiés d'office parce qu'eux, ils avaient participé déjà à l'Afro-Basket précédent. Voilà, c'est sur ces explications que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télécan.